Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette causerie Grand Entretien en compagnie d'Alain Bougrain-Dubourg et Patrice Costa. Euh, Vous n'êtes pas discipliné, ma parole. Parle encore. Je vous embête. Vous pourrez, après notre causerie, acquérir et faire signer le dictionnaire amoureux des oiseaux. De l'autre côté de la porte, ça se passera en face, là. Et également, Patrice, c'est le bouquin sur les oiseaux, mais le titre, je ne l'ai plus en tête. Oiseaux de bonheur, voilà. J'en ai vu quelques-uns ici. Je ne sais pas si vous les avez, si vous pouvez les montrer comme ça. C'est publié chez. D'accord, voilà. Exactement. Voilà. Donc vous l'avez ici. Merci beaucoup. Donc Alain Bougrain-Dubourg, vous êtes président de la Ligue pour la protection des oiseaux. On vous connaît par la télévision, entre autres, et puis par la politique un tout petit peu aussi quand même. Vous êtes un acteur de la société civile, on va dire ça comme ça. Bon, moi je suis suisse, donc j'ai peut-être pas forcément la même définition de la politique que vous, hein, mais disons en général, on vous a beaucoup vu intervenir sur la question de la nature, des animaux, et ce dictionnaire amoureux des oiseaux est savoureux, je vous le conseille. J'ai appris énormément de choses. Je dois avouer que je suis un ignare, mais un béotien de première concernant les oiseaux, et vraiment j'ai eu un gros plaisir à le lire et à vous découvrir. Et Patrice Costa, vous êtes président de l'Institut européen d'écologie, journaliste également. Et qui est basé où d'ailleurs cet institut? Dans la région? À Metz? Ouais. Oui, c'est mieux avec le micro. C'est l'Institut européen d'écologie qu'avait créé en 71 Jean-Marie Pelt, le professeur D'accord. Jean-Marie Pelt. Ok, très bien. Et là, donc vous avez signé ce livre sur les oiseaux. Alors, on rentre rapidement dans le vif du sujet. Donc, moi, j'avais envie de discuter avec vous deux sur la question de la biodiversité, de la crise écologique qu'on est en train de vivre, et dont les oiseaux sont les grandes victimes, malheureusement. Alors, je ne sais pas si on peut déjà mettre un petit peu cette question-là en perspective. Alain, on commence par vous et après Patrice. Oui, en deux mots, ce qu'on peut constater, c'est que scientifiquement, l'oiseau est un indicateur. Mhm. Là où les populations d'oiseaux s'épanouissent, c'est tout le cortège du vivant, c'est-à-dire les mammifères, les batraciens, les insectes, bien sûr, qui sont en nombre. Au contraire, là où les populations disparaissent, c'est la biodiversité qui s'estompe. Or, on constate au plan européen qu'en 4 décennies, on a perdu 800 millions d'oiseaux. Et ça illustre le déclin total de la biodiversité. On a bien d'autres exemples. On parle, chacun le sait, des pare-brises de voitures. Les plus anciens se rappellent que autrefois, on était obligé sur 100 km de s'arrêter pour laver le pare-brise, tellement il y avait d'insectes. Aujourd'hui, on peut faire 500 km sans avoir de problème. Et on constate que 60% des insectes, 75% des insectes volants ont disparu. Alors on connaît les causes du déclin, on les connaît très bien. C'est d'abord une agriculture intensive. En France, avec son cortège chimique, mais ailleurs dans le monde, en Asie du Sud-Est, j'ai été le filmer, les plantations de palmiers à huile qui ont reculé les dernières populations d'orang-outans, par exemple, ou en Asie ou en Amérique du Sud, la déforestation pour le soja qui va alimenter notre bétail. Et pour vous donner, vous m'arrêtez, mais un seul exemple, au moment où je vous parle, quels sont les mammifères qui vivent sur la planète? 67% des mammifères, c'est le bétail de l'homme. 67%. 30%, ce sont les humains, les bipèdes que nous sommes. Vous faites le calcul, ça fait 97% des mammifères, l'homme et son bétail. Il reste 3% de mammifères sauvages, de l'écureuil à la baleine bleue. Voilà ce qu'on a fait de la biodiversité. Alors, juste un mot, parce qu'il faut aussi essayer d'être positif. Si on fait un retour en arrière, dans les années 70, on a assisté à un déclin dramatique. Ici, en Alsace, il restait moins de 10 couples de cigognes blanches, 9 couples, de 10 couples de cigognes blanches, sur le plan national. Il restait une trentaine de castors. Alors, les cigognes blanches, il y a plus de 6500 couples aujourd'hui. Les castors, il y en a 30 000. Ils sont aux portes de la Bretagne, ils sont remontés à l'est également. Enfin bon,
On voit que les rapaces, les vautours qui avaient disparu du ciel sévenol, vautours fauves, gypaètes, barbus, etc., sont présents, génèrent un tourisme admirable. Donc on voit qu'on est capable d'inverser la tendance. Et là, aujourd'hui, on se trouve dans une situation beaucoup plus singulière et complexe. J'ai envie de dire, c'est la nature ordinaire, la nature de proximité qui est en train de s'effondrer. Elle entraînera avec elle, son effondrement, eh bien, tous ces grands animaux hautement symboliques qu'on a réussi à sauver. Donc on est dans une période particulière où malheureusement, il y a une prise de conscience remarquable et nécessaire pour le climat, pas pour la biodiversité. La biodiversité n'a même pas un strapontin dans le nouveau gouvernement, alors qu'on ne peut pas gérer l'un sans l'autre. On a eu une votation en Suisse, parce que moi je viens de Suisse la semaine passée, justement sur la biodiversité, qui a été refusée, la nouvelle loi, à hauteur de 70%. Mais enfin, en même temps, comme je dis toujours, une initiative en Suisse, c'est comme l'école des fans, tout le monde y gagne, puisqu'on a mis quand même le débat sur la table, Ouais. et ça permet quand même d'éduquer les foules. Mais c'est vrai que vous avez raison, souvent on confond écologie, donc on vous met des éoliennes un peu partout, et la question de la biodiversité, qui est beaucoup plus complexe en fait. En réalité. Ouais. Patrice, je ne sais pas si vous voulez vous exprimer là-dessus. Je veux bien revenir aussi sur les points positifs. J'étais avant-hier à des journées techniques sur le plan national d'action pour ce qu'on appelle les aigles pêcheurs. On a maintenant 6 ou 7 couples de pigargues à queue blanche, qui est vraiment le géant des aigles du Paléarctique, qui se reproduisent en France. Et le premier couple qui s'est installé en France, c'était en 2011, c'était à l'étang de l'Indre, tout près d'ici, enfin pas très loin d'ici, en Moselle. Donc ça prouve qu'il y a des petites touches où ça se passe plutôt bien. C'est pareil avec le balbuzard pêcheur, c'est pareil comme tu le disais avec les vautours. Mais à côté de ça, ce que disait Alain, et c'est vrai, c'est le bruit de fond, ce que moi j'appelle le bruit de fond. C'est-à-dire toute cette petite biodiversité ordinaire, que ce soit les oiseaux ou le reste, d'ailleurs, les insectes, etc., ça se casse complètement la figure, mais vraiment complètement la figure. Et là, je n'ai pas l'impression qu'on a en face de nous des gens qui prennent conscience, quand je parle de gens, ce sont les décideurs, qui prennent conscience de cette évolution. Voilà. Et concrètement, si on devait aujourd'hui, vous avez une baguette magique, vous êtes magicien ou ministre, qui sait, ou président. Maintenant que vous avez un Premier ministre qui est paysan, ça peut aider aussi, hein, peut-être, je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait Qui faire? veut tuer les loups, davantage. Oui, aussi, ouais, ça c'est vrai. Mais ça, c'est une maladie européenne, hein, ça vaut Ouais, ça mais aussi pour enfin, la bon, Suisse. j'espère qu'avec Michel Barnier, on éviterait ça. Ouais. Moi, je le connais depuis très longtemps, parce que quand il était ministre de l'Agriculture, déjà, Ouais. et puis de l'Environnement, et plus récemment, quand il y a eu le Brexit, il y a une association remarquable, les Britanniques, la RSPB, Société royale de protection des oiseaux, qui compte 1 500 000 adhérents, et qui, quand il y a eu le Brexit, a dit, alors qu'elle était très présente à Bruxelles pour les questions environnementales, il ne faut absolument pas rompre le lien entre la Grande-Bretagne et Bruxelles. J'avais appelé Michel pour lui dire, est-ce que tu peux les recevoir, etc. Il l'avait fait avec enthousiasme. Ce qu'il y a d'emmerdant, c'est que plus les jours de pouvoir se multiplient, plus ils semblent se radicaliser sur la question environnementale. On voit les budgets de la biodiversité. Le plan vert, c'était 2 milliards d'euros. Ils ont sucré 45% de ce budget. Il reste 500 millions et on était en relation avec le ministère. Il nous annonce déjà qu'en 2025, il va falloir faire des sacrifices. Donc moi, je veux bien, l'argent ne fait pas tout. Il y a surtout les comportements. Et si on commençait par interdire les subventions néfastes à la biodiversité, on gagnerait beaucoup d'argent, y compris pour l'État. Par exemple, quelle subvention? Par exemple, on subventionne des recherches pétrolières, des exploitations on aide à une agriculture qui emploie des pesticides qui vont détruire, etc. On a très très bien évalué. Quand je dis on, c'est pas la LPO ni des assos, c'est les scientifiques, les économistes qui savent très bien. On a identifié, et du reste dans la COP 16, la dernière, les budgets néfastes à la biodiversité ont largement été évoqués. Alors tout le monde dit ah bah oui c'est vrai, c'est la moindre des choses, et on rentre à la maison. Il y a les lobbying qui sont là, il y a les habitudes qui sont prises, on a peur, et c'est vrai, du dérangement dans la rue ou des gilets jaunes, que sais-je, et voilà.
Mais il faut impérativement revisiter la question agricole, impérativement, pour notre santé, à tous, pour la santé de la nature. On part dans le mur. Et bon, la deuxième chose, c'est l'artificialisation des sols, le béton et l'asphalte, qui vont ronger les terres agricoles notamment, mais naturelles également. On est le pays d'Europe où il y a le plus grand nombre de ronds-points. Bon, je vois bien qu'il en faille pour les gilets jaunes. En principe, c'est là qu'on rigole. Voilà. Moi, j'ose pas. Ça marche très bien, parce que ça marche pour vous aussi. Non, mais plus sérieusement, c'est surréaliste. En plus, c'est des petites affaires entre copains aussi. Donc, l'artificialisation, c'est la deuxième cause. Il y a les espèces invasives et puis il y a le réchauffement climatique qui pèse énormément, évidemment, sur la biodiversité. Donc, moi, j'ai un plan d'action que je vais proposer du reste au Premier ministre et à la ministre de l'Environnement, qui, en principe, ne devrait pas coûter cher, seraient des idées totalement nouvelles et inédites. Je ne vais pas vous les donner. Parce que... Par exemple, non, au moins une pour rire. Vous voulez un truc? Oui. Par oui, exemple, les réserves. On veut faire 10% de zones protégées en France et 30% protection intégrale, forte, dite forte. Hein, on est à 4,5%. On n'y arrivera jamais d'ici 2030 comme on le prétend. Et puis 30% de protection plus large, moins forte. Eh bien, on n'arrive pas à avoir ces zones de protection forte. Il y a un truc qu'on peut faire. On peut faire des réserves sur les fleuves. Ça a l'air idiot, mais vous avez des zones, des bras de fleuves tout à fait intéressants où on peut faire des emprises de chaque côté. On travaille avec Voies navigables de France, on travaille avec les collectivités. C'est moins impactant, ça ne veut pas dire l'interdiction forcément de la pêche, etc. Mais on met de certains sites. Bon, et j'ai plein d'autres idées comme ça. D'accord. Moi, je crois que... Patrice? Oui, ce que vient de dire Alain est pertinent, parce que si on prend les fonds de vallée, pendant des années et des années, il y a eu un mitage des fonds de vallée avec l'industrie des granulats alluvionnaires. Et là, on arrive maintenant, alors parce qu'il y a une prise de conscience de cette industrie, de cette activité, on arrive maintenant à réserver, au fur et à mesure du chantier d'extraction, à définir un profil ensuite du plan d'eau, de manière à avoir un espace offert à la biodiversité. Il y a plusieurs sites comme ça dans la vallée de la Moselle, jusqu'à la frontière luxembourgeoise, qui fonctionnent très très bien, avec des taux de biomasse qui ont explosé littéralement en l'espace de quelques années. La nature est très résiliente, elle revient très très vite, elle reprend très vite ses droits. Donc on peut parfaitement aboutir à ça, très facilement. Voilà un exemple. Mais maintenant, si on se dit, là on est 200 dans la salle, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble? Aujourd'hui, ou demain, ou après-demain? Ça aussi, c'est du concret, quoi. Hein. Ouais. Je crois qu'il faut... On vous donne une mission. Hein. Vas-y. On revient l'année prochaine pour voir si c'est fait. Hein. Écoutez, il y a un truc très simple. Adhérer à l'Institut d'écologie. T'as dit? Non, allez-y alors. Adhérer à une association de protection de la nature, quelle qu'elle soit, ne serait-ce que par solidarité. Pourquoi on n'est pas entendu comme il conviendrait? Parce que les lobbyings sont plus forts, plus représentés que nous. En matière de biodiversité, la LPO, par exemple, qui est la première association, c'est 70 000 membres, 600 salariés. C'est énorme. C'est ridicule par rapport à d'autres organisations qui pèsent davantage. Donc je crois que c'est l'invitation à être solidaire. En plus, quand on rentre dans une association, on découvre un tissu relationnel merveilleux. Il y a souvent des histoires formidables qui se passent parce qu'on rencontre d'autres gens, on découvre un univers. L'idée de se battre pour l'intérêt général à sa mesure, en fonction de ses compétences, est une idée passionnante, porteuse, généreuse. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième, et ça je le dis souvent aux ministres que je rencontre, il doit y avoir deux axes. Le respect de la science. Que nous dit la science? La science nous informe, la science nous alerte et la science nous éclaire sur les actions à mener. Donc on a tout. L'exécutif ne peut pas dire « Ah, je ne sais pas trop comment faire ». Si, la science dit l'état des lieux et comment faire. La deuxième chose, c'est le droit. Et chacun d'entre nous, citoyens,
peut agir sur le levier droit. Actuellement, quand on a tapé à toutes les portes et qu'on voit l'indifférence, la LPO par exemple, et moi j'ai vraiment souvent été devant les tribunaux administratifs, le Conseil d'État et éventuellement la Commission européenne, on arrive à faire plier l'exécutif qui se comporte de façon inqualifiable. Le dernier exemple en date, c'est par exemple les dauphins, où moi je me suis vraiment, quand je dis à la première personne, évidemment on est plusieurs à s'en occuper, mais il y avait près de 10 000 dauphins qui étaient capturés dans les filets dans le golfe de Gascogne. Bon, on a pu, avec les scientifiques, évaluer qu'il fallait une suspension de la pêche spatio-temporelle au mois de février et que ça réduirait sensiblement, puisque les pêcheurs et les dauphins allaient sur les mêmes sites. Je ne vais pas rentrer dans le détail. J'ai vu avec le ministre Hervé Berville, qui m'a fait un arrêté scandaleux, c'est-à-dire qu'il a fait semblant de prendre des mesures qui n'en étaient pas. C'est-à-dire que si les pêcheurs promettaient qu'ils mettraient des caméras, qu'ils mettraient des pingers, c'est-à-dire des répulsifs dans les filets pour les dauphins et autres, s'ils le promettaient, ils pouvaient continuer à pêcher. Non mais est-ce qu'on se fout de la gueule du monde? Donc on a été en référé devant le Conseil d'État, on a fait casser l'arrêté du ministre qui était obligé d'en prendre un autre, respectant les obligations européennes. C'était l'année dernière, et alors qu'il y avait 10 000 dauphins trouver des cadavres sur les plages, cette année, il y en a quelques dizaines. Voilà. Donc ça a marché et il faut aller le droit et la science. D'accord. Patrice, même question pour vous. Qu'est-ce que concrètement, nous, on peut faire au niveau de la société civile? Beaucoup de choses, hein, ce que vient de dire Alain est pertinent. Hein. Ouais. Je crois qu'effectivement, au niveau de la société civile, l'important, c'est vrai, c'est le seul levier qu'on a pratiquement. Hein, face à la puissance des lobbies qui sont en face, je pense notamment au lobby agricole. Regardez ce qui s'est passé il y a quelques mois. Ils ont carrément paralysé la France. Pour défendre quoi? Pour défendre l'agriculture industrielle. Au départ, ça partait de la coordination rurale sur quelques petits points bien précis. Et évidemment, la FNSEA a récupéré le truc pour faire ce que vous avez vu. Et puis là, tout est parti en vrille. Le problème, c'est ça, c'est qu'on est en face de lobbies qui sont énormes, qui pèsent énormément, que ce soit à Bruxelles ou que ce soit dans les ministères de l'Agriculture. Entre autres, hein, je parle de ça. Mais nous, ce qu'on peut faire essentiellement, c'est ça. C'est-à-dire parler beaucoup aux gens. Moi, je vois avec l'Institut européen d'écologie, on organise tous les ans les entretiens de la biodiversité à Metz et au parc animalier de Sainte-Croix, je pense que vous le connaissez. Et ça marche bien. Il y a plein de gens qui viennent, ils repartent avec des données, ils repartent avec des informations précieuses sur des choses. Bon, des fois, c'est un petit peu les animaux, etc., la faune sauvage, mais aussi d'autres choses. En juin dernier, on a beaucoup parlé d'écologie urbaine. Et quand on parle d'écologie urbaine, on va même jusqu'à parler, on a fait une table ronde sur l'hypersensibilité à tout ce qui est réseau portable, etc. Vous voyez, ça va très très loin. Et là, quand on parle de biodiversité urbaine ou d'agriculture urbaine et périurbaine, on est vraiment dans des choses qui ont du sens. Et ça, c'est important. Nous, on le fait. C'est les associations qui le font. Ce n'est pas une personne particulière qui va le faire. Mais il faut adhérer. Mais en même temps, on pourrait aussi se dire que ce travail qui est fait par les associations pourrait être fait aussi dans les écoles de manière plus active. Parce qu'on forme quand même des citoyens dans les écoles. Le citoyen, c'est pas interdit qu'il soit aussi respectueux de la biodiversité. Alors ça, c'est essentiel. Alors justement, vous me tendez la perche là. Le bouquin que j'ai sorti avec le groupe EBRA, là, en fait, ça part d'une idée très simple. Le groupe EBRA a décidé, il y a 1 an, de faire des pages entières sur les oiseaux dans ses éditions, toutes les éditions, jusqu'au Dauphiné libéré, jusqu'en Rhône-Alpes. Bon, ils sont venus me solliciter, puisque j'étais grand reporter là-dedans, dans cette boîte. Et donc, je leur ai dit, oui, je peux vous faire ça. Donc, on a fait ça. Ensuite, on a fait quoi? Quand j'ai vu que ça marchait très bien, ces pages, on a fait des panneaux. Des panneaux. Il y en a un, d'ailleurs, sur le stand là-bas. Et ces panneaux en question, ils servent à quoi? Ils servent dans les écoles. Moi, vraiment, je me force à faire ça. Hein, j'ai beaucoup de contacts avec le rectorat et avec l'éducation nationale, à savoir que quand je peux amener une vingtaine de panneaux dans une école, dans un collège, je fais passer les gamins de 6e, les gamins de 5e, les gamins de 3e et les éco-délégués, c'est très important. Et ça, je le fais toute l'année. Parce que ça, c'est essentiel de le faire. Voilà.
Donc vous voyez qu'on peut faire des choses. Ah, totalement. C'est pas un hasard si je vous pose la question, d'ailleurs. Il y a autre chose qui me paraît complètement élémentaire, Oui. qui est à la portée de chacun d'entre nous, c'est le choix de la consommation. Le Quand porte-monnaie, ouais. vous voyez qu'on fait encore venir des raisins du Pérou, de je ne sais où, et qu'on les achète, alors c'est vrai qu'ils sont peut-être un peu moins chers que les autres, mais là, il y a vraiment un choix à faire. Le fait de moins manger de viande, le fait de rejeter tous les produits qui ne sont pas de périmètre européen, on va dire, de proximité, sont des choses considérables, parce que là, vous allez mettre à genoux l'économie. Une forme d'économie qui est destructrice. Et donc, chacun d'entre nous, on a la possibilité, alors on me dira, bah oui, mais on n'a pas toujours les moyens d'eux. C'est vrai. Ben, il faut peut-être parfois se priver un peu et puis prendre quelque chose qui est un peu plus cher, mais de bonne qualité, qui ne participe pas à la destruction. Quand vous allez dans un supermarché, on fait le tour devant tous les produits, c'est un scandale quand même. Mais non, Oui, c'est vrai. Moi, je suis d'accord. c'est l'économie de marché la plus déplorable qu'on puisse. Et moi, je ne suis pas contre le capitalisme, je ne suis pas un retour à la bougie, je ne suis pas. Mais il y a quand même des limites à tout. Voilà. Bah, d'ailleurs, si j'ai un conseil à vous donner, arrêtez de manger de la viande des grisons. Je ne sais pas si vous connaissez la viande des grisons, puisqu'elle vient d'Argentine. On n'a tout simplement pas assez de vaches dans les grisons pour alimenter toute l'Europe avec de la viande Ou les séchée. pommes. Pardon? Les pommes en Suisse. Elles viennent du Chili. Oui, certaines, ouais. Oui, Ouais, nous non, aussi. non. Il y a eu un film génial là-dessus. Oui, on est des grands spécialistes là pour. Et le café, non, il pousse pas en Suisse non plus, et pourtant on est les premiers producteurs de café au monde. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Ou de chocolat. Bref, mais je voulais vous donner la parole parce qu'on est le temps avance, en file, et je ne sais pas si vous avez les micros déjà. Quelqu'un a une question peut-être dans la salle. Oui. Attendez, le micro arrive. Oh là là, malheureux. Non, y allez pas comme ça, sinon on vous entendra pas. J'aurais voulu savoir votre avis par rapport au groupe Nestlé et l'eau, par rapport à Vittel, le scandale des 2 000 euros. Vous me posez la question à moi? Non, à vous, à donner des 2 millions d'euros qui ont été versés par rapport aux gains qu'ils ont fait par rapport à ce scandale. Micro. Très honnêtement, je ne suis pas au courant. Je suis désolé, mais c'est là où, je l'évoquais tout à l'heure avec un journaliste, c'est là où ce genre de festival est enrichissant, parce que voilà un dossier de plus. Mais peut-être notre ami suisse a la réponse. J'hésite de parler, j'évite. Non, mais Nestlé, effectivement, a triché, et trichait déjà en Suisse, entre parenthèses, sur l'histoire de la flotte. Mais je ne sais pas, Patrice. Oui, moi je me rappelle d'avoir enquêté là-dessus il y a pas mal d'années, je suis en retraite. Il me semble que j'avais enquêté sur au niveau agricole, sur tout ce qui était interdiction de pesticides, etc., pour pas taper la nappe du grévogien. Voilà. Ouais. J'avais enquêté là-dessus, Les zones mais de captage, le reste, je sais. Oui. Non, les zones de captage, là, c'est un vrai scandale, là aussi, Oui. où on voit qu'on continue de mettre des pesticides. Et au passage, vous avez peut-être vu, je ne sais pas si ça vous a échappé ou non, mais quand il y a eu le conflit avec les agriculteurs, ces derniers ont voulu qu'on désarme la police de la nature, c'est-à-dire les personnels de l'Office français de la biodiversité, qui sont là pour faire des contrôles. J'en parlais avec le patron de l'OFB, il me disait, Alain, 40%. Alors d'abord, on contrôle, on est si peu nombreux, 3000 agents. Il y a 400 000 exploitations agricoles. Ça veut dire qu'ils contrôlent une exploitation une fois par siècle. Bon. Et vous avez les agriculteurs syndiqués qui disent « Ouais, c'est un scandale, on a l'OFB qui arrive avec leur colte dans nos trucs. » Quand ils vont dans les exploitations, c'est qu'ils ont fait une enquête. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Des produits interdits. Et ils n'interviennent le plus à 40%, c'est énorme, j'y reviens, sur les zones de captage d'eau où on a continué à déverser des pesticides et tout, ce qui est rigoureusement interdit. Ils interviennent également quand il y a des pesticides à proximité des EHPAD, des écoles ou des habitations où on va balancer la purée de chimie scandaleuse, meurtrière, sans prévenir, etc. Et là, ils interviennent. 40% des interventions de l'OFB, c'est ça.
moi, j'ai souvenir d'avoir enquêté en Alsace sur les zones de captage entièrement recouvertes par le maïs. Et j'ai eu des menaces de mort du syndicat des producteurs de maïs en Alsace. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Comment expliquez-vous, s'il vous plaît, dans la LPO, la différence du nombre d'adhérents entre la Royal Society en Angleterre et en France? Je l'explique, monsieur, parce que vous n'avez pas adhéré. Et il y a plein de gens comme vous. Non, plus sérieusement, c'est une question de culture. Nous, on est très très fiers de nos 70 000 adhérents et en même temps, j'ai un peu honte parce qu'on fait beaucoup mieux, enfin, les idées que l'on porte. Mais dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, en Angleterre, alors peut-être plus aux États-Unis, parce qu'on n'a pas les racines que nous avons historiques en France, on se crée une histoire en adhérant à des structures. Et ils ont ce sens, ce goût des clubs. Regardez les Britanniques, il y a les clubs pour les hommes, tout ça, c'est vraiment culturel. Chez nous, pas du tout. On est très individualiste et en dehors du football et du rugby, on n'aime pas trop se rassembler. Bon. Et donc, c'est probablement culturel. Et c'est très dur, on va le dire. Oui. Donc voilà, vous avez un message qui est passé. Monsieur, micro. Il y a pas mal de mains qui se lèvent, hein, au mieux. Bonjour. Je voulais vous poser une question par rapport à l'état de la biodiversité aujourd'hui et savoir si cette érosion se poursuit. Moi, de ma propre petite expérience, j'ai constaté qu'en l'espace de 40 ans, les insectes que je trouvais quand j'étais petit dans le Haut-Var, que mon père capturait avec une espèce de petite de filet à papillons, il en faisait des boîtes d'ailleurs, maintenant il dit qu'il en aurait un peu honte, mais il y avait une multitude d'insectes, de menthes religieuses, de phasmes, de lucanes cerfs-volants, de scarabées rhinocéros, de sauterelles sans ailes, et qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Et pourtant, c'était un secteur, et encore aujourd'hui, avec très peu d'agriculture intensive, avec très peu d'infrastructures. Donc je me demandais, est-ce que l'agriculture et l'urbanisation, l'artificialisation a un impact, pas seulement sur les territoires où ça se produit, et d'autre part, où en est l'érosion de la biodiversité aujourd'hui? Est-ce que ça se poursuit de manière inexorable ou au contraire, il y a une inversion de la courbe? Oui, ben c'est absolument ça. Hein. Ça va, c'est une forme d'expansion. Si vous avez un... Alors, pardon. Rappelez-vous quand il y a eu Pardon, excusez-moi. La norme sur le bio. Il était prévu de faire 0,9% de, vous savez, comment dire, sur le bio, à côté de champs traités avec des produits phytosanitaires conventionnels. Eh ben, ça n'a jamais marché, parce que forcément, vous avez une expansion à côté. Ça marche pas, donc forcément, ça touche l'ensemble. Oui. Est-ce qu'il y a une tendance à la hausse? Probablement, ouais, Non, clairement. encore une fois, on a réussi avec les espèces dites emblématiques, les vautours, les castors, les hérons, les rapaces, autres rapaces, etc. Ça, on a plutôt réussi. Il y a des espèces, je vais vous dire, un mammifère qui est chez nous et qui est plus rare que le panda, c'est le vison d'Europe. Il en reste 150 individus du côté de la Charente-Maritime. Je pourrais vous parler de la pigrièche à poitrine rose qui nidifiait il y a encore 2 ans dans l'Hérault. Ça y est, elle a terminé, c'est fini. Il y a plus elle a disparu des oiseaux nicheurs de France. Et on pourrait multiplier, je ne parle même pas des Outre-mer, où on peut rappeler que 80% de la biodiversité française au pays de l'archipel France est dans les Outre-mer. Et là, c'est catastrophique parce qu'il y a des espèces endémiques et il suffit qu'il y ait des problèmes climatiques, hein, comme ils sont de plus en plus violents et nombreux, des pathologies ou des espèces invasives, les rats, etc., qui arrivent. Et nous, on fait un travail énorme pour essayer de préserver beaucoup d'espèces où il reste une quinzaine d'individus. Donc, non, il y a un vrai déclin. On fait ce qu'on appelle le programme stock temporel des oiseaux communs, avec, du reste, c'est de la science participative. J'invite tous ceux qui veulent s'y mettre, il ne faut pas forcément être hyper compétent. On regarde dans son jardin s'il y a des mangeoires,
parce que ça se passe en hiver, donc ce n'est pas la période de nidification. Et là, on compte les oiseaux pendant 1 heure qui vont arriver. Et ça nous donne des indicateurs. On fait ça avec le Muséum national d'histoire naturelle, des indicateurs extrêmement éclairants. Et on voit vraiment un effondrement d'un paquet de populations, le plus souvent les espèces inféodées au milieu agricole. Les abeilles des champs. Légère, au niveau de ce fameux programme stock, il y a pour ce qu'on appelle les espèces généralistes. Et la plupart du temps, ce sont les espèces qui vivent en milieu urbain. Il y a une certaine forme pour certaines d'entre elles, même d'augmentation. Et pour le reste, effectivement, c'est y compris en milieu forestier. Les généralistes, c'est celles qui sont capables de manger un peu de tout, par rapport aux insectivores qui sont complètement dépendants, dès lors qu'il y a un effondrement des populations d'insectes. Question au milieu de la salle. Oui, bonjour. Moi, je me demandais comment faire infléchir la législation. Donc, vous avez parlé d'adhérer à des associations qui peuvent porter des propositions de loi. Il y a eu d'autres initiatives, la Convention citoyenne ou le cahier des doléances, qui n'ont pas vraiment porté leurs fruits, en tout cas pour le moment. Donc, je me demande quelles autres initiatives sont disponibles pour forcer le législateur à plus de préservation. Moi, je crois qu'il faut, de la même façon que la protection de la biodiversité doit se faire au plus près de la bête et de la plante, en proximité, eh bien, il faut que vous tous, vous agissiez auprès de vos élus locaux. Si, avec insistance, vous revenez chaque fois que vous rencontrez votre député, votre sénateur, etc., en disant « Attends, on va regarder, il y a, par exemple, on va essayer de faire passer un projet de loi contre le déterrage des blaireaux, qui est un véritable scandale, avec des méthodes féodales, d'une violence inacceptable, etc. » Enfin, on ne va pas épiloguer. On est le dernier pays à faire ce genre de truc, évidemment. C'est sûr que si vous voyez votre député en disant « Nous, on regardera ce que vous avez voté », je peux vous assurer qu'on est nombreux à... Il y a une petite musique qui s'installe peu à peu. Donc, il faut vraiment dialoguer, non pas montrer l'exécutif du doigt systématiquement. Dire, voilà, moi, être souvent argumenté. Il faut parler avec le cœur, mais aussi avec la raison. Pouvoir montrer que ça n'est pas acceptable pour telle ou telle raison, qu'on est la honte de l'Europe, etc. Et là, je suis convaincu que ça peut porter ses fruits, incontestablement. Poser une question sur le commerce international, justement. Comment est-ce qu'on peut concilier une agriculture française, disons, très bien faite, très bien réalisée, avec les frontières ouvertes, sachant que les produits qu'on va produire sont relativement élevés, un coût, et donc les gens ils vont acheter à l'étranger. Typiquement, en ce moment, c'est le mouton de Nouvelle-Zélande. Oui, alors, je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas faire du protectionnisme primaire, il faut être ouvert. Mais on ne peut pas continuer de cette manière. J'en parlais hier soir à Strasbourg, c'était la journée de l'animal, et on avait un débat public, et on parlait de cette question. Et on disait, les éleveurs qui veulent essayer de bien faire pour réduire la maltraitance animale dans les élevages, etc., ils sont confrontés à des importations où il n'y a aucun respect à l'égard de ces animaux venant du Brésil, venant d'ailleurs, etc. Donc, il faut une démarche commerciale miroir pour ne pas pénaliser les éleveurs européens. En même temps, il faut de la détermination. Quand je vois que l'Europe est en train, en ce moment même où on parle, de s'interroger en souhaitant ne pas réduire les distances de transport pour les animaux, c'est un scandale là aussi. Vous vous rendez compte qu'on fait naître des bovins ici en France, on va les faire grossir en Tunisie, on les ramène pour les abattre. Non mais dans quel monde vit-on ? C'est pour faire du blé, de l'argent. Alors moi je suis pas, encore une fois, je suis pour le capital. Je suis pas opposé par principe et je respecte les gens qui gagnent de l'argent, mais pas n'importe comment. Et donc c'est une très bonne question. Il faut être attentif. C'est un peu comme la question climatique. On dit, mais si la France respecte des obligations, c'est 1 pour 1000 par rapport au reste du monde, l'effort qu'elle fera par rapport aux gaz à effet de serre. Et puis si c'est l'Europe, ça va être 10%
Donc finalement, si peu de choses, si les Indiens, les Chinois, les Américains continuent de cette manière, ça n'a aucun intérêt. Non, ça a de l'intérêt. D'abord parce qu'on a un devoir éthique. Vous avez une seconde là ou pas ? Je vous raconte en 2 mots un truc. Si vous réduisez l'histoire de la planète à 7 jours d'une semaine, tout commence il y a 4 milliards et demi d'années. C'est le lundi à 0 heure. La vie apparaît sur Terre 1 milliard d'années plus tard. C'est le mercredi à midi. Les dinosaures apparaissent à 16 heures, ils disparaissent à 19 heures. Et l'homme, notre ancêtre, on va dire Lucie, 3-4 millions d'années, un peu plus que Lucie, c'est minuit moins 3 minutes le dimanche soir. Le Christ, c'est minuit moins 1/4 de seconde. La révolution industrielle, c'est minuit moins 1/40e de seconde. En 1/40e de seconde, c'est là où je voulais en venir, j'étais un peu long, on est devenus les maîtres de la planète. Et qu'est-ce qu'on en a fait ? Rappelez-vous le début de notre échange en parlant des mammifères. Voilà comment on a redessiné la planète. Et moi, je considère que nous, les maîtres du monde, on a un devoir éthique à l'égard des plus faibles. Au-delà de l'intérêt, vous savez, le Covid, c'est un petit virus qu'on ne voit même pas à la loupe. Il a mis le monde à genoux, la planète à genoux, l'économie. Il n'y avait plus de guerre, il n'y avait plus rien, à genoux. 3 pangolins et 2 chauves-souris, un virus. Bon, c'est le vivant qui va nous remettre à genoux. Donc il faut y penser. Le respect me paraît élémentaire par éthique parce que on est les plus puissants, donc on a un devoir à l'égard des plus faibles. Et en plus, on ne survivra pas hors sol sans ces plus faibles. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ça me rappelle aussi ce que disait Jean-Marie Pelt. Il disait, et on parlait très souvent tous les deux, il disait, c'est l'infiniment petit qui fera mal à l'espèce humaine. Voilà. On a le temps encore de... Merci Patrice. Une question, je pense. Oui. Oui, voilà, une question en tout cas. C'est à moi ? Oui, je voulais tout d'abord... Vous pouvez lever la main parce qu'on ne vous voit pas. Ah, je suis là. Voilà. Oui, je voulais d'abord vous féliciter pour votre engagement de longue date. Et j'avais une question, je voulais avoir votre avis sur des militants qui font des choix plus radicaux. Je pense aux activistes pour le clivage, je pense à Paul Watson, et qui, eux, se retrouvent devant des tribunaux pour leur engagement. Alors, un mot pour Paul Watson. Je connais Paul, je l'ai connu sur la banquise à l'époque des bébés Fox, c'est privilège de l'âge. Bon, c'est un peu... Et c'est un homme admirable. Admirable. Je voudrais dire, contrairement à ce que j'entends ici ou là, que la France ne démérite absolument pas à l'égard de Paul Watson. Je sais si je suis critique à l'égard de notre gouvernement et tout ça. La France et Paul Watson ont toujours vécu en bonne intelligence, je dirais même en complicité, en Antarctique, où la France accompagnait Paul Watson. J'étais moi-même intervenu auprès du préfet des terres australes pour qu'il puisse être ravitaillé, etc. On a accueilli Paul. Très récemment, c'est Brigitte Bardot qui me racontait ça. Elle a vu le ministre des Affaires étrangères qui est intervenu en faveur de Paul Watson. On fait le maximum. Et donc, c'est une situation surréaliste. Le Danemark, en plus, en conservant Paul en prison, en fait un héros. Il l'était déjà. Mais ça sera beaucoup plus difficile de s'en débarrasser. Donc, stratégiquement, c'est vraiment une connerie énorme. Alors, j'ose espérer qu'on va attendre maintenant la fin du mois, le 26 octobre, je crois. On aura une bonne nouvelle. Maintenant, la LPO est respectueuse du droit. On ne peut pas s'appuyer sur le droit pour se battre et le traiter par le mépris. Donc, par exemple, on était sur les bassines dans les Deux-Sèvres. Eh bien, on n'a pas été dans les manifestations au plus près. La zone était interdite. En revanche, on a monté un village d'information juste à côté pour éclairer les gens, les adhérents, sur la valeur de l'eau, sur le fait que ça occupait des espèces
où il y a l'outarde canepetière qui est en train de s'effondrer, où ça a profité à une poignée de gros agriculteurs en oubliant, etc., où ils avaient fait des promesses de retomber au bio ou aménager du bio à 40%, ils n'avaient pas tenu. Enfin bon, voilà, on fait de l'information, on est respectueux du droit. Bon, je ne cache pas que parfois on était un peu bord cadre. Dans le Médoc avec les tourterelles, ou dans les Landes avec les ortolans. Voilà, l'homme à l'appel. Oui, bon, j'avais été retiré quelques pièges et bon, j'étais un peu chez lui, quoi, pour tout dire. Bon, et alors, mais on est respectueux du droit. Un mot, il y a des trucs qui m'agacent très franchement. Quand je vois qu'il y a des groupes que je crois honnêtes et qui vont jeter de la peinture sur la Joconde ou je ne sais pas quoi d'autre, ça nous dessert. Tous, les environnementalistes, les respectueux du vivant. Je ne vois pas ce qu'on va... Alors, tout ça pour dire, vous protégez la Joconde, vous devriez protéger la biodive. Bon, et vous voyez, si on touche à la Joconde, vous réagissez, pas si on touche à la biodive. Je sais tout ça. J'en parlais, je ne sais plus, il y a 1 heure encore. Jamais une autoroute ne passera sur... un château du XIIe siècle, en revanche, elle va passer sur une zone humide comme qui rigole. On sait tout ça. Mais il y a des gestes, des actions qui sont inqualifiables et qui nous desservent. Moi, je le pense très sincèrement. Maintenant, concernant la Convention citoyenne, je ne vais pas être trop long. Bon, la Convention citoyenne, moi j'ai été 10 ans au Conseil économique, social et environnemental. Alors, j'en ai parlé avec ceux qui ont organisé la Convention citoyenne, évidemment. Je trouve ça surréaliste. Moi, je trouve qu'on marche sur la tête. D'abord, elle n'a pas été respectée. Le président a dit que les propos qui sortiraient, les propositions de la Convention citoyenne seraient appliquées en l'état. Rien. Les membres de la Convention citoyenne ont mis 4 sur 10 par rapport aux propositions qui ont été faites. Mais on rappelle le truc. Pourquoi je vous ai parlé du Conseil économique, social et environnemental ? Parce que c'est exactement la représentation, c'est la 3e chambre de France, la plus remarquable, où on voit les syndicats, les patronats, les associations, les collectivités, toute la représentation de la société civile. Ce 16 fait un travail admirable avec des auditions et tout. Là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris une centaine de gens qu'on a tirés au sort. Il a fallu former pendant 3 mois en leur inculquant. Du reste, c'est très ambigu parce que si il y avait que le personnel de chez Total pour leur faire passer le message, ils auraient peut-être voté autre chose. J'en sais rien. Donc, et moi qui étais ravi du message qui a été inculqué, mais on a formé des gens pour nous dire ce qu'on savait. Ben, il existe un haut conseil au climat. Il existe, qui est force de proposition. Et on demande à des gens qui ne sont pas compétents, qui sont formés en 2 mois, de nous faire des propositions. Non, mais on marche sur la tête. Ça a coûté 5 millions d'euros, la plaisanterie. Moi, je veux bien. Je veux bien qu'on fasse de la démocratie de cette manière, mais ça devient n'importe... Je vais vous dire une chose. Quand il y a eu les Gilets jaunes, le président Macron a inventé le grand débat. Admirable. Il a été faire le tour des popotes partout en région, les manches retroussées, et il était capable brillantissime, de répondre à tous et à chacun. Après, ça a calmé un peu le jeu. Alors, on a fait le grand débat. Nous, on a même organisé à Paris, notamment, des grands débats sur la biodiversité, etc. Tous les éléments du grand débat, les citoyens ont été dans les communes. On est matériellement incapable d'en faire la synthèse. J'étais avec le Premier ministre quand il a fait sa déclaration au lendemain de toute cette épopée, on va dire. Eh bien, il a dit il y a 2 priorités, l'écologie et l'urgence à agir. Bon, merci. Tout ça pour ça. Franchement. Après, on a eu la Convention citoyenne. On a vu ce que ça donnait. Après, il y a eu le Conseil national de la refondation. Très honoré, il y a 40 personnes. Le président m'a demandé de faire partie du groupe. Alors là, il y a des élus, il y a des représentants de syndicats, de trucs. On était 40. On a eu la Convention citoyenne, quand même. C'était en rappel à ce qui s'était passé au lendemain de la guerre.
quand De Gaulle a initié cette démarche pour créer les syndicats d'aujourd'hui, la sécurité sociale et toutes ces inventions formidables des 30 Glorieuses, on va dire. Tout n'a pas été formidable des 30 Glorieuses, mais il y avait ça au moins. Et président Macron a dit on va faire une convention citoyenne, le Conseil national de la refondation. Mais on a eu 5 réunions. Moi, je lui ai dit mais et quoi ? Et quoi ? Alors tout le monde parle, chacun y va de son petit discours, le président nous fait un beau discours, on est 40, peut-être qu'on va manger des petits fours derrière et on repart à la maison. Mais c'est honteux. Qu'est-ce qu'on a fait ? Il y a eu un élément déterminant, c'était le Grenelle de l'environnement. Borloo a été formidable avec son allure de Colombo, comme ça. Bon, et n'empêche qu'il a été vraiment... Et Alain Juppé, il faut le dire, parce que c'était il était de droite et il faut se rappeler que, enfin, je vais compter des trucs d'anciens combattants, le Grenelle de l'environnement a été formidable. Je crois que ça a été le seul moment où on a vraiment basculé. Borloo a dit ne perdez pas la magie du Grenelle. Et il était Fingelp, il savait qu'on la perdrait malheureusement assez vite. Et ce qu'on avait acquis dans le dialogue, ça allait se radicaliser dans le temps, malheureusement. Alors on va continuer ce dialogue vers la table de signature, puisqu'on s'arrête là. Merci pour ce dialogue, pour cette discussion, et merci à vous pour les questions. Je vous souhaite une bonne suite de festival.